La lourde porte de fer se referme derrière toi avec un claquement sourd. La vibration te fait grincer des dents. Au-dessus du rugissement de l'arène, il y a un poids physique, fait de poussière, de sueur et de fer. Nous sommes à Rome, vers 80 après JC, et tu vas découvrir ce que les gladiateurs faisaient aux femmes captives. Un sort que l'on considérait pire que la mort. Un garde te pousse violemment. Tu trébuches sur la pierre humide. La lumière des torches est grasse. Elle projette sur les murs des ombres qui se tordent. On ne te conduit pas sur le sable de l'arène. On te pousse dans les entrailles, en dessous. Tu gardes le poing serré. La seule petite pierre de rivière lisse venue de ton pays natal s'enfonce dans ta paume. Un froid balaste contre la chaleur suffocante des tunnels. Toi et les autres survivantes des Daces ne êtes pas menés vers l'arène. On vous emmène pour être traités dans le Ludus, la caserne des gladiateurs. Pourquoi vous a-t-on épargné des exécutions publiques de midi, seulement pour vous livrer aux hommes qui vénéraient la lame? Quelle vie peut attendre dans ce monde sans lumière, qui soit pire qu'une fin rapide et publique? L'arène promettait une mort rapide. Ces tunnels n'en promettent aucune. Nous nous enfonçons dans une obscurité que d'autres craignent de regarder. Le son de la foule de l'arène s'estompe peu à peu, remplacé par un nouveau rythme, le choc sourd d'un rudi en bois qui frappe un poteau, le crissement d'une meule sur l'acier, les cris gutturaux des entraîneurs. On vous fait sortir des tunnels humides pour vous retrouver dans l'air froid et ouvert d'une cour. Voici le Ludus, l'école de gladiateurs, une forteresse de discipline et de mort. Les femmes captives sont poussées dans une cellule de pierre, le sol est mouillé, elles attendent des heures dans le noir. Le froid pénètre, contraste saisissant avec la chaleur de l'arène. Enfin, la porte s'ouvre. Un homme entre, pas un soldat, mais un administrateur. Le comptable du laniste. Il porte une tablette de cire et un stylet. Il lève haut une lanterne, son visage creusé d'ombre. Il ne demande pas leur nom. Il sent le vin aigre et l'encre. Il passe le long de la rangée, les inspectant comme du bétail. Il saisit le menton d'une femme, lui force la bouche à s'ouvrir pour examiner ses dents. Il pointe du doigt. Une. Il passe à la suivante. Deux. Il fait l'inventaire. La femme qui tient la pierre de rivière garde la tête baissée, mais ses yeux restent clairs. Elle observe les mains de l'homme. Elle observe les deux gardes à la porte. Elle compte les pas dans la cellule. Quand l'homme arrive devant elle, elle fait glisser discrètement la pierre froide de son poing dans les plis de sa ceinture. Un petit poids caché. Il s'arrête devant elle. Il la regarde, pas son visage, mais ses mains, ses épaules, sa taille. Il évalue sa force. Il trace une marque sèche sur la tablette de cire. Il fait de même pour trois autres. Les autres femmes sont enchaînées les unes aux autres en file. L'homme indique la porte d'un geste du pouce. Les gardes les font sortir. Direction les tunnels. Leur destin. Le marché public. Les mines de soufre ou les lupanars. Les bordels construits dans les fondations mêmes de l'arène. Mais cette séparation n'était pas une grâce. C'était une sélection. La femme à la pierre et les quelques autres choisis restent. On les a épargnés du marché. La porte se verrouille. Elles sont de nouveau seules, mais leur statut a changé. Quelques heures plus tard, un vieux serviteur couvert de cicatrices entre. Il ne porte pas d'armes, seulement une pile de tuniques grossières couleur terre. Il les jette par terre. Il ne dit rien, il pointe seulement du doigt. Elles doivent se changer, c'est le prix de leur merci. Elles ne sont pas destinées à la vente publique. Elles appartiennent désormais au Ludus lui-même. Elles laveront les équipements ensanglantés des combattants. Elles nettoieront les cellules. Elles serviront les primus palus, les champions gladiateurs. Elles ne sont plus des personnes. Elles sont des outils, des privilèges, des réconforts destinés à rendre gérables les actifs les plus précieux et les plus instables du Ludus. La femme enfile la rude laine sur sa tête. Ça sent la lessive et la vieille sueur. La pierre est un froid rappel contre son ventre. On l'a sauvée de l'enfer public pour l'enfermer dans un enfer privé. Elles n'étaient pas prisonnières de Rome. Elles étaient des prix pour les prisonniers de Rome. Le Ludus est une machine et le laniste en est l'ingénieur. Il est propriétaire, entraîneur et maître. Il convoque les femmes choisies, non dans les cellules,
mais dans son bureau privé. Ça sent le cèdre, la cire et le cuir huilé. C'est un homme de calcul froid et précis. Il ne crie pas, il explique. Vous n'êtes pas des servantes, dit-il en consultant un registre. Les servantes coûtent peu cher. Vous êtes des investissements. Il explique la situation. Le ludus est un baril de poudre. Ses champions, les primus palus, valent plus qu'une villa de sénateur. Ils sont violents, instables, superstitieux. Ils ont besoin d'influences stabilisantes. Les femmes seront attribuées comme cubiculariae, compagnes officielles ou épouses de caserne. C'est la suprême miséricorde qu'il offre. Elles partageront les quartiers privés des champions, leur nourriture, leur statut. Elles seront protégées. Elles seront à l'abri des gardes, des combattants de rang inférieur et du marché. Voici le prix caché. Elles ne seront plus des butins. Elles deviendront la propriété d'un seul homme. Une récompense vivante pour garantir sa loyauté, pour détourner son esprit de la rébellion et le concentrer sur le sable. Le laniste désigne la femme à la pierre de rivière. Sa défiance est presque palpable dans la pièce. « Toi, dit-il, tu es pour Vindex, le Gaulois, notre champion. C'est un grand honneur. Il t'a réclamé. » Elle reste immobile. La pièce est silencieuse, hormis le crissement de son stylet. Elle regarde au-delà du laniste, vers le mur, vers la carte de l'Empire. Sa patrie n'est qu'une tache d'encre dans un coin. Elle parle. Sa voix est un râle sec. « Je ne sers personne. » Le laniste ne se met pas en colère. Il se contente de se renverser en arrière. « Servir ? Non ? Tu appartiendras ? Ou tu seras oublié. » L'escalade commence. Elle n'est pas violente. Elle est administrative. On ne la bat pas. On la déplace. Les autres femmes, tête baissée, reçoivent les huiles, les tresses, les tuniques propres. On les conduit vers l'aile des champions. La femme d'As est emmenée dans la cella hostiaria, la loge du gardien de la porte. Ce n'est pas une cellule de cachot, c'est une vitrine, la pression douce de la privation. On lui donne de l'eau et juste assez de pain rassis pour survivre. La porte principale est un tonnerre constant de fer et de bois. Les gardes passent. Les combattants couverts de sueur et de sang après l'entraînement défilent devant elle sans la voir. Elle est au centre du monde et pourtant totalement seule. Il voulait que cela la brise, qu'elle voie les conforts dont jouissent maintenant les autres femmes. Nourriture chaude, chambre propre, protection de leur maître. Elle est visible de tous et vue de personne. La privation durcit. Le pain devient de plus en plus rare. Les nuits sont glaciales. Le laniste pensait que la solitude et la honte publique useraient sa volonté. Il s'est trompé. Il ne l'a pas comprise. La cellule est de pierre. Sa patrie était de pierre. La faim est un jeûne. Son peuple jeûnait. Le silence est un vœu. Le laniste croyait l'enfermer dans une prison. Il lui avait en réalité offert un temple. La pierre de rivière lisse et froide dans sa main est son unique écriture sainte. L'isolement destiné à être son châtiment devient son armure. Elle n'est plus seulement une captive. Elle est devenue un témoin. Le pourquoi était désormais clair. Les femmes n'étaient pas seulement des corps. Elles étaient des outils psychologiques, des boucliers humains contre la propre rage des gladiateurs. Le prix de leur merci était leur âme. Mais le prix du refus n'était pas la mort, c'était l'effacement. Le champion Vindex passe devant sa cellule chaque jour. Il s'arrête. Il l'observe à travers les barreaux. Elle le regarde en retour. Elle a refusé le maître. Mais que se passe-t-il quand le monstre décide qu'il ne sera pas refusé ? Le Gaulois Vindex s'arrête à sa cellule. Il le fait chaque soir. Une silhouette massive et couverte de cicatrices se découpe contre la lumière des torches. Les gardes s'écartent. Il est le plus grand atout du ludus. Une nuit, il ne se contente pas de regarder. Il parle au gardien de la porte. Une clé grince dans la serrure. Elle se lève. La pierre est un poids froid dans sa main. C'est la faim. Il ne l'emmène pas dans ses quartiers. Il ne la touche pas. Il fait simplement un signe de tête, un ordre silencieux. Marche. Il l'emmène loin de l'aile polie des champions, passe devant la forge rugissante de l'armurerie. Il la conduit profondément dans les fondations du ludus, jusqu'à une cave de stockage souterraine. Ça sent la terre humide,
le vieux vin et la moisissure. Une seule lampe à huile vacillante l'éclaire. Il n'est pas un monstre, c'est un homme à qui, comme à elle, on a volé son nom pour le remplacer par un autre qui signifie champion. Il s'approche du mur du fond, une partie de pierre brute non maçonnée. Il soulève une grande pierre plate. Derrière se trouve une cavité sombre. Ce n'était pas seulement une cachette à vin, c'était une bibliothèque des oubliés. À l'intérieur, posés sur un lit de mousse sèche, se trouvent des dizaines de petits objets modestes. Un morceau de bois taillé en forme de sanglier, une boucle tressée de crins de cheval vif, un disque d'argent terni marqué d'un croissant, un éclat de verre bleu poli par une mer étrangère. Vindex tend la main et touche le petit sanglier. Il la regarde. Il ne parle pas sa langue. Il n'en a pas besoin. C'est le rite sans parole. C'est ici que l'on se souvient. La vérité cachée n'était pas faite de violence, mais de conspiration. Le laniste pensait diriger ses combattants par des récompenses. Mais les combattants et les femmes captives, qui leur étaient attribuées, construisaient en secret un monde invisible sous ses pieds. Ils n'étaient ayant pas maîtres et esclaves. Ils étaient compagnons de captivité, préservant les noms et les dieux que Rome avait tenté d'écraser dans la poussière. La femme d'As regarde la collection. Elle voit la pierre de rivière dans sa propre paume. Ce n'est plus seulement son ballast, c'est un mot, un nom. Elle avance d'un pas. Vindex la regarde tandis qu'elle pose sa pierre dans le creux, la plaçant soigneusement entre le disque Thrace et le sanglier gaulois. Il remet la lourde pierre en place. Le mur redevient lisse. Son identité est en sécurité. On l'avait enfermée dans une cellule pour être oubliée. Mais dans le noir le plus profond, elle a enfin été vue. Ils avaient trouvé un moyen de sauver leur âme. Mais à quoi sert une âme quand le corps reste dans la cage? Le ludus était une entreprise. Et comme toute entreprise romaine, elle fonctionnait sur des registres. Tablettes de cire pour l'emploi du temps quotidien, registres en papyrus pour les profits et pertes. Nous avons conservé des listes de combattants, les ludi laterculi, qui détaillent leurs victoires, leurs spécialités, le prix de leur nourriture et le coût de leurs soins médicaux. L'histoire est décrite dans cette encre, mais elle l'est aussi dans les blancs, les endroits où l'encre s'arrête brusquement. Dans le registre privé du laniste, l'entrée pour Vindex le Gaulois est nette. Une série de victoires notées à l'encre rouge précise. Puis rien. La ligne est vierge. Il n'y a aucune trace d'un dernier combat dans l'arène, aucune mention de vente à un autre ludus, aucune indication d'une tombe. C'est un vide calculé, comme si l'encre elle-même était interdite. Et la femme d'As, elle n'a jamais reçu de nom dans les livres. Elle n'était qu'un numéro, un actif logistique lié au moral du champion. Quand il disparaît du registre, elle disparaît avec lui. La cella hostiaria, la loge du gardien de la porte, est simplement indiquée comme vide, prête à être nettoyée. C'est la seconde mort. L'effacement administratif froid. Il n'existe aucun récit de première main venant de la caserne. Les voix des captives et des champions sont muettes. Il n'y a que des murmures trouvés dans les marges d'autres histoires jugées plus importantes. Une seule lettre fragmentaire d'un marchand de vin ayant visité le ludus mentionne de sérieux problèmes avec le champion gaulois. Et ensuite, une coûteuse purge de l'inventaire de la caserne. Mais les détails sont perdus. Le papyrus est déchiré. La réponse du laniste n'est pas consignée. Le récit officiel tient bon. La cave souterraine, celle utilisée comme sanctuaire caché, n'apparaît sur aucun plan connu. Elle a probablement été jugée structurellement instable ou simplement gênante lors de la prochaine rénovation de la caserne. On l'a remplie de gravats, de chaux et de sable, puis scellée. Un nouveau sol en béton et en tuiles a été posé par-dessus. Une surface propre et pratique pour une nouvelle génération de combattants. Enseveli dessous, le sanglier sculpté, le disque Thrace et la pierre de rivière ont été ensevelis. La lourde porte se referme, non pas de fer, mais de temps. Elle les scelle sous les nouvelles fondations de l'Empire, sous des couches de pavage et de progrès. Le rugissement de la foule de l'arène a disparu depuis longtemps, remplacé maintenant par le murmure sec du vent
qui passe à travers les ruines. Le grand Colisée se dresse encore, témoignage des vainqueurs. Le ludus est poussière oubliée, mais les pierres demeurent. La petite pierre de Rivière-Lys est toujours là, dans l'obscurité absolue, attendant un ballast froid et dur contre l'écrasement du temps.